On la surnomme la Corée du Nord de l'Afrique, un surnom qui claque et qui évoque tout de suite l'isolement, la répression. Mais comment un pays qui est né d'un rêve de liberté a-t-il pu devenir ce cauchemar? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Pour bien saisir la situation, commençons par un chiffre. 180. Sur 180 pays classés pour la liberté de la presse, l'Érythrée est 180e. Tout en bas de la liste. C'est la dernière place. Il n'y a littéralement aucun autre endroit sur la planète où la presse est moins libre. Ça donne le ton. Du coup, la question qui se pose, elle est immense. Comment une nation qui s'est battue pendant 30 ans pour son indépendance a-t-elle pu basculer pour devenir l'un des régimes les plus fermés au monde? Et pour comprendre ça, il faut s'intéresser à un homme, car l'histoire de l'Érythrée moderne est totalement liée à celle de son leader, Isaias Afwerki, un homme qui était vu comme un héros, un libérateur, et qui est aujourd'hui considéré comme un dictateur. Remettons-nous dans le contexte du début des années 90. C'était l'euphorie. 30 ans de guerre, c'est terminé. La libération est enfin là. On organise même un référendum. On ratifie une constitution démocratique. Bref, tout semblait possible. Et pourtant, il y a cette citation d'Afwerki dès 1993 qui est assez révélatrice. On lui demande ce qu'il ressent au moment de l'indépendance, et sa réponse est glaçante. « Je ne ressens rien, j'ai beaucoup de travail devant moi ». C'est peut-être un signe avant-coureur de cette personnalité froide, totalement concentrée sur le pouvoir. Mais cet espoir de démocratie, il ne va pas durer longtemps. Un événement majeur va tout faire basculer et replonger le pays dans la violence. Une nouvelle guerre éclate, cette fois-ci à cause d'un conflit de frontières avec l'Éthiopie. Et cette guerre, elle va devenir le prétexte parfait, l'excuse en or pour un virage autoritaire radical qui va balayer toutes les promesses de démocratie. Il faut bien se rendre compte que cette guerre a été incroyablement meurtrière. On parle de dizaines de milliers de morts pour quelques territoires contestés. Et même si un accord de paix est signé en 2000, la situation est restée hyper tendue. D'autant plus qu'une commission internationale a conclu que c'est l'Érythrée qui avait déclenché les hostilités. Et c'est là que le piège se referme. Le président Afwerki va se servir de cette situation un peu floue de ni guerre ni paix pour consolider son pouvoir de manière absolue et pour écraser toute forme d'opposition interne. En 2001, c'est le grand tour de vis. La constitution démocratique, poubelle, suspendue, on n'en parle plus. Des critiques au sein de son propre parti, 11 hauts responsables qui avaient osé demander des réformes sont arrêtés. On ne les a jamais revus. Et la presse libre? Anéantie. Du jour au lendemain, tous les journaux indépendants sont fermés et les journalistes jetés en prison. La logique est implacable. En maintenant le pays dans cette sorte d'état de guerre permanent, le régime s'auto-justifie pour écraser toute liberté. Tout ça au nom de la sécurité nationale. Pour asseoir ce contrôle total, le régime met en place un outil d'une cruauté redoutable, le service national. C'est vraiment la pierre angulaire de tout le système et la cause de souffrances terribles pour des centaines de milliers de personnes. Alors, sur le papier, ça a l'air presque normal. Un service national obligatoire de 18 mois, beaucoup de pays ont ça, 6 mois de formation militaire, puis du travail. Bon. Mais dans la réalité, c'est un cauchemar. La limite de 18 mois, c'est de la fiction pure. En pratique, ce service est à durée indéterminée. On parle de gens forcés de servir pendant plus de 10 ans, 15 ans et même parfois plus de 17 ans. C'est une vie entière confisquée. La condamnation internationale est sans appel. Une commission d'enquête de l'ONU a utilisé un mot extrêmement fort en qualifiant ce système de forme d'esclavage. Voilà, le mot est lâché. La vie de ces conscrits est un enfer. Un salaire de misère, une absence totale de contrôle sur sa propre vie, des abus physiques, de la torture, c'est le quotidien. Et pour couronner le tout, le régime s'en prend maintenant aux familles, en punissant les parents de ceux qui tentent de fuir par des expulsions ou des détentions. Alors, face à une telle situation, la fuite devient la seule issue pour beaucoup. Ce service national sans fin, c'est le moteur principal d'une crise de réfugiés massive, qui vide le pays de sa jeunesse. Ce chiffre donne le vertige. En 2016, il y avait déjà près de 460 000 demandeurs d'asile érythréens dans le monde. C'est plus de 10% de la population totale du pays. C'est un chiffre hallucinant pour un pays qui n'est pas officiellement en guerre. Ce témoignage d'un jeune réfugié de 18 ans résume parfaitement la tragédie. Il dit bien « Nous aimons notre pays », mais il explique qu'il refuse de devenir soldat à vie. Ce n'est pas un manque d'amour pour leur patrie qui les pousse à partir, mais le refus de cette vie qui leur est imposée. L'accord de paix avec l'Éthiopie en 2018 a soulevé un immense espoir. On a cru que les choses allaient changer, mais non. Dès la réouverture de la frontière, des milliers d'autres personnes ont fui. La preuve que le vrai problème n'est pas le conflit extérieur, mais bien la nature même du régime. Et le drame, c'est que fuir le pays ne signifie pas pour autant échapper à la violence.
Les profondes divisions politiques de l'Érythrée ont suivi la diaspora partout dans le monde et elles explosent maintenant dans les rues d'autres pays. En septembre 2023 à Tel Aviv, par exemple, des affrontements d'une violence inouïe ont éclaté entre partisans et opposants du régime. Le bilan est lourd, plus d'une centaine de blessés. Et ce n'est pas un cas isolé, des scènes similaires ont eu lieu dans plusieurs villes du monde, de Stockholm à Toronto. Pendant ce temps-là, à l'intérieur du pays, c'est le néant institutionnel. Il n'y a pas de parlement, pas de justice indépendante, pas de presse libre, rien. Juste le pouvoir absolu d'un seul homme qui règne sans partage depuis plus de 30 ans. On termine donc avec cette question, qui reste ouverte. On a une génération entière qui vit en exil, et un dictateur qui est au pouvoir depuis plus de 3 décennies. Qui peut bien écrire la suite de l'histoire de l'Érythrée ? L'avenir du pays reste, pour l'instant, une page blanche, pleine d'incertitudes.